On parle aussi d'un sujet qui s'appelle la sextorsion. Pauline, c'est quoi? La sextorsion, c'est la contraction donc, de deux mots. Le premier mot, c'est sexe. J'attendais que vous rigoliez, mais c'est pas grave. Et je sais pas, on sait pas. C'est une torsion du sexe. Non, voilà. Non, mais c'est de l'extorsion à caractère sexuel. C'est le fait, typiquement, vous avez envoyé des photos dénudées de vous à quelqu'un que, a priori, vous ne connaissez pas. Et cette personne vous dit, si tu ne me donnes pas de l'argent, ou si tu ne m'envoies pas d'autres photos, etc., je fais fuiter ces photos sur Internet. On appelle ça de la sextorsion quand il y a un enjeu financier. Quand il n'y a pas d'enjeu financier, quand il y a, entre guillemets, juste un enjeu d'humiliation, on appelle ça de la pornodivulgation. Et c'est interdit par la loi, en fait. La sextorsion aussi, hein, c'est interdit par la loi. Mais c'est des cas qui augmentent de plus en plus parce que, en fait, plus on passe du temps sur Internet. Et puis, rappelez-vous, il y a quelques années, le confinement, on a beaucoup parlé, en fait, avec des gens parfois qu'on ne connaissait pas, sur des applications de rencontres. Et en fait, les arnaques sentimentales aussi se sont développées. On s'est beaucoup moqué de Anne, Anne et Brad Pitt, il y a quelques temps. Mais en fait, ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on ne le croit, pas qu'avec des Tu peux rappeler cette affaire, Anne et Brad Pitt? Ouais, bien sûr. Anne, c'était une cinquantenaire qui, en fait, était persuadée d'entretenir une liaison amoureuse avec Brad Pitt, et elle lui a donné beaucoup d'argent. Parce qu'elle avait beaucoup d'argent. Parce qu'elle avait beaucoup d'argent. Je crois que c'est de l'ordre de plus de 50 000 euros, si je dis pas de bêtises. Et puis, en fait, c'était du photomontage plus ou moins bien fait, l'utilisation de l'IA plus ou moins bien faite. Et donc, il y a eu un reportage sur 7 à 8 et tout le monde s'est moqué d'elle en mode elle est vraiment, vraiment trop naïve. Bien sûr que tu vas pas avoir une liaison avec Brad Pitt, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces cas-là d'arnaque à l'amour, notamment, on est dans des situations d'emprise, en fait, des situations d'emprise numérique de la part des cybercriminels. C'est quoi leur profil à ces cybercriminels? Je vais peut-être en fâcher beaucoup, mais c'est beaucoup des hommes. Voilà. Et en fait, quand on parle notamment de tout ce qui est lié à de la cybercriminalité autour de la sexualité, autour de l'humiliation, autour du partage de photos, etc., c'est en grande majorité des hommes. Après, on peut avoir des profils très diversifiés en termes de classe sociale, en termes de qui sont ces personnes, où elles habitent. Une personne qui pratique le revenge porn, ça peut être votre voisin, ça peut être un camarade de classe, ça peut être un très bon père de famille. Voilà. Pour la sextorsion, c'est pareil. Et après, sur tout ce qui est arnaque à l'amour, ce qu'on va appeler des brouteurs notamment, il y a certaines communautés de brouteurs dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, c'est connu pour ça. Mais en fait, il n'y a pas de profil type, à part qu'en grande majorité, les hommes sont les auteurs de ces violences, y compris en ligne. Malek, toi, tu connais des gens qui ont été victimes de ces pratiques? Mais alors, en entendant, en me rappelant de l'affaire de Anne, je viens aussi de me rappeler que, parce qu'on parle aussi, on est aussi un talk-show politique, dans le Val d'Oise, dans mon département, il y a un maire qui a été victime. Il pensait entretenir une relation en ligne avec une jeune femme, et une vidéo de lui en train de commettre un acte qui le regarde a été envoyée à des parents d'élèves. A été balancé sur Twitter. Donc il s'en est expliqué là, il y a pas longtemps en plein conseil municipal. Donc en vrai, donc là, c'est plutôt un adversaire politique. C'est comme Perdriau. Oui, comme à Saint-Étienne. Comme les chantages à la sextape, etc. Qu'il y a eu à Saint-Étienne, à Saint-Étienne aussi. Ouais, ça c'est à Perdriau. Benjamin Griveaux aussi. Et Benjamin Griveaux aussi également. Et moi ensuite, je connais des copines qui ont été victimes. Alors soit avec des nudes qui ont été partagées dans des groupes Telegram, et ensuite avec des demandes de rançon, voire pire avec du deepfake depuis quelques années. Ça, en réalité, comment s'en sortir? Franchement, bon courage. Et moi aussi, surtout, ce qui m'inquiète, c'est que les victimes sont très souvent dépourvues en réalité quand elles sont face à ces situations-là. C'est pour ça que je veux big up Stop Ficha notamment, une asso qui fait un taf incroyable. Les reines, absolument. J'embrasse Ajar et Anna, qui sont des copines aussi, qui font un travail aussi pour accompagner les victimes, qui font aussi un travail auprès de l'État, auprès des plateformes, pour essayer justement d'accompagner au mieux les victimes quand elles sont face à ces situations-là. Moi, j'ai failli être victime. Une personne sur une application de rencontre avec qui la discussion commençait à devenir torride, avant que je comprenne que c'était une personne qui souhaitait t'arnaquer. Très probablement pas une femme à qui j'étais en train de parler. Mais ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, en fait. Mais bien sûr, bien sûr, je vois très bien le... Ça n'arrive pas qu'aux autres d'avoir des photos. J'allais te demander, Pauline, c'est un peu qui les victimes type? Alors,
Sur les données qu'on a, il y a notamment la super asso Féminisme versus cyberharcèlement qui a fait une grande enquête en 2022, justement, une enquête sur les victimes de cyberviolence. Et ce qu'on y apprenait, c'est qu'en grande majorité, les victimes sont des femmes jeunes, donc moins de 30 ans, voire en grande majorité mineures. Il ne faut pas oublier que les cyberviolences, ça touche en priorité les jeunes filles. Les victimes de quoi, là? On parle de quoi précisément? Cyberviolence. Quand on dit cyberviolence, ça peut aller du cyberharcèlement à la pornodivulgation, en passant par l'usurpation d'identité. Mais généralement, là, on est plus sur Anne, là. Oui, voilà, c'est plus cyberviolence à caractère sexiste et sexuel. On va dire ça comme ça. Et en grande majorité, ce sont des personnes aussi. Il y a des facteurs, on va dire, d'aggravement de discrimination, c'est-à-dire si tu es une personne racisée, si tu es une personne LGBT, une personne grosse, une personne non valide, ben en fait, tu as plus de chances de vivre aussi des cyberviolences. Et ces cyberviolences, elles peuvent être aussi, par exemple, conjugales. On parlait tout à l'heure, on faisait un peu en blague, ne pas filer ses mots de passe à quelqu'un. Le Centre Hubertine Auclair a fait un violentomètre, en fait, mais cyberviolentomètre. Et le fait d'avoir quelqu'un qui vous demande vos mots de passe, c'est un début de cyberviolence. Et les cyberviolences, ça peut s'illustrer de ah, mais tu veux pas me partager ta localisation tout le temps? Ah ouais. C'est la cyberviolence conjugale. Red flag. Red flag de fou. Un mec qui met un AirTag sous votre voiture pour savoir où vous êtes en permanence. Une personne qui siphonne vos comptes de la CAF ou vos comptes bancaires en prenant vos mots de passe. Ça, c'est des cyberviolences économiques, par exemple. Julie, on culpabilise encore beaucoup les victimes? Ouais, c'est ça, c'est qu'on donne des conseils, de dire si vous prenez des nudes, cachez votre tête, mettez un petit point de couleur pour le jour où ça sort, qu'on sache que c'est bien la vôtre ou peut-être que c'est un montage. Mais c'est vrai que dans ce rapport-là, justement, on disait aussi que la majorité des femmes, ne savaient même pas vers qui se tourner quand ça arrivait. Pas de ressources. Et n'étaient pas crues par son propre entourage. Donc c'est extrêmement compliqué parce que très vite, on tombe dans la culpabilisation, quoi. Et que ce soit pour les cyberviolences, donc avec sextorsion, etc. Même en général, quand on se fait pirater, fais attention. On retrouve tes photos sur Facebook, t'avais qu'à les supprimer. Ou t'avais qu'à faire le ménage, en fait. C'était il y a quelques semaines que Instagram disait si vous ne changez pas les réglages dans votre appli, toutes vos photos seront disponibles sur Google, sur Google Images. Il fallait cocher, si vous n'avez pas fait, faites-le, cocher un petit truc dans les paramètres pour dire non, je refuse que mes photos, si je suis en public sur Insta, soit utilisées dans les recherches Google, en fait, dans les images. Donc c'est tout ce truc-là, en fait, ce double discours où faut un peu arbitrer et c'est vraiment pas évident, quoi. Il y a aussi les tristement célèbres réseaux pédocriminels qui existent, qui sont partout, pas seulement sur le Darknet. Ouais, c'est ça. Mais c'était la Internet Watch Foundation, je crois, qui il y a 2 ans avait sorti un rapport là-dessus. En fait, il suffit de quelques photos, souvent les parents qui postent sur Insta ou autre des photos de leurs enfants. Et en fait, avec les deepfakes, encore une fois, il y a énormément de contenu pédocriminel en ligne et pas seulement sur le Darknet, ça peut être sur Instagram, sur Instagram, sur des serveurs, Discord, etc. Des groupes Telegram. Telegram aussi, donc tout ce qui est privé et qui est invérifiable de l'extérieur. Et ça aussi, c'est un gros souci. On en parlait déjà il y a 2 ans, à l'époque où on utilisait par exemple pour les deepfakes que l'image, mais là avec la vidéo, avec Runway, Sora, VO3 de Google, en fait, il y a des résultats, des contenus encore plus, il y a encore plus de chances de créer ces contenus-là. Et c'est très difficilement modérable, quoi. Il y a des sites comme Leakmedia, Coco.fr qui violent la loi française, mais contre lesquels on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Oui, ça donne envie de se tirer une balle. Coco.fr, notamment, peut-être vous en rappelez, c'est un espèce de forum impliqué dans beaucoup de guet-apens à caractère homophobe, dans le procès des viols de Mazan, notamment. Voilà, Coco.fr, depuis, a été fermé, mais il ne faut pas oublier que quand un Coco.fr ferme, il y en a 10 000 à côté. Notamment, moi, j'ai fait une enquête il n'y a pas longtemps sur Leakymedia, qui est un site horrible, dans lequel il y a des leaks d'images à caractère pornographique de modèles OnlyFans ou mimes, donc des travailleuses du sexe en fait, qui du coup peuvent pas gagner leur argent parce qu'il y a des photos qui ont leaké, mais j'ai envie de dire encore plus grave que ça, c'est qu'il y a du revenge porn en fait, c'est-à-dire que sur ce site-là, de manière très, je veux dire, c'est pas très difficile à trouver, on trouve des photos, je pense, de jeunes filles, à mon avis mineures. Dans mon enquête, moi j'ai pas réussi à vérifier ça. Et comme c'est un site qui est situé aux Bahamas, moi j'ai fait des signalements sur Pharos, mais on m'a dit oui, mais c'est aux Bahamas, donc on peut rien faire. Alors qu'il y a des deepfakes pornographiques dessus de célébrités françaises, de chanteuses, de streameuses, de femmes politiques, de journalistes, etc. Des photos dénudées de jeunes filles qui sont a priori mineures, avec des hommes qui
communiquent parfois leur pseudo, c'est prénom, nom de famille. Hein. Donc, enfin, je veux dire, c'est pas très dur à trouver, mais on peut rien y faire, c'est aux Bahamas. Et Coco, c'était pareil d'ailleurs. Ouais, absolument. C'était pas hébergé en France. Faut que tu parles plus dans ton micro, Julie. Malek. Oui, je voulais aussi dire sur ce genre de forum aussi, parce que j'ai des copines qui en ont été victimes, t'as aussi des gars qui viennent faire leurs commandes, je mets des grosses guillemets, mais en disant voilà l'identifiant de la nana, qui a des nudes, qui a pas, et alors même pire, qui peut me faire un deepfake, comme ça je me fais un kiff. Et ça me fait gerber. Et t'as des gars qui partagent en fait des modes en disant utilise cette IA là, tu vas pouvoir prendre une photo habillée de quelqu'un et la dénuder. En gros, c'est comme si tu passais un espèce de filtre dénudant. Ils ont fait ça notamment avec toutes les joueuses de l'équipe de France de football féminine. Puis même les prompts en fait, comment contourner, parce que parfois il y a de la modération aussi dans ces logiciels-là pour éviter de générer des images à caractère sexuel. Et en fait, il y a des comptes entiers qui expliquent comment utiliser des mots, détourner les requêtes. Oui, non, je comprends que les streameuses pètent des câbles. Hein. Ça revenait hyper souvent, les streameuses qui disent que... ouais, de ouf. Mais absolument. Et Likimedia, c'est absolument aberrant parce que c'est un truc qui est hyper connu, qui existe depuis des années. Les victimes sont super nombreuses. Et moi, pour l'enquête que j'avais fait pour Synth Media, vraiment, on était... en fait, la seule réponse qu'on a eue, c'est « ouais, mais c'est loin, donc on peut rien faire ». Et c'est un peu désespérant, en fait, quand tu vois qu'il y a autant de caca sur un seul site et que tu peux pas le faire supprimer, quoi. On peut pas bloquer l'accès, on peut pas demander à ce qu'il soit bloqué. Mais j'ai demandé. Ils l'ont fait pour Pirate Bay. Ouais, mais... C'est bien, Pirate Bay. On peut plus y aller. Faut que la justice intervienne. Moi, j'avais signalé, j'avais demandé une réponse auprès de Pharos, qui est censé être un peu nos gendarmes du numérique. Et on m'avait dit, en gros, peut pas faire grand-chose. Puis il y a aussi, faut pas oublier, on en parlera, je pense aussi avec notre invité de l'ANSSI, mais c'est que les services en fait de lutte contre la cybercriminalité, quelle qu'elle soit, et notamment sur les questions de pédocriminalité et de violence sexiste et sexuelle, ils ont pas assez de gens en fait. Ils ont pas assez de moyens. Pharos, ils sont 50 pour toute la France. Ils sont que 50, Pharos. Dans mon souvenir, ça a été augmenté en 2020, mais c'était une 50aine de personnes, de souvenirs, ouais. Tu peux nous rappeler, pour celles et ceux qui ne savent pas, ce que c'est que Pharos ? Ouais, bien sûr. Pharos, c'est un service indépendant, il me semble, du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice, qui est en fait une plateforme en ligne qui est censée vous permettre de signaler des actes ou des contenus illicites. À la base, c'était beaucoup utilisé, ça avait été créé principalement pour la lutte antiterroriste. Et pour chaque fois, vous voyez en fait des signes... C'était après les attentats, je me souviens. Exactement. Ouais. Sauf que c'est utilisé aussi quand il y a des contenus à caractère pédopornographique, violent, des nudes qui sont pas censés être là, etc. Et je sais qu'au moment du confinement, ils ont augmenté les effectifs parce qu'ils n'étaient pas assez. Et dans mes souvenirs, je crois qu'il y a une 50aine de personnes, mais c'est clairement pas assez pour toute la France. Ouais, tous les signalements en même temps, quoi. Malek ? Et le travail important de Pharos, moi je l'ai vécu. C'était juste après le confinement. Et on disait aussi qu'à ce moment-là, les jeunes, mentalement, c'était pas le top pour tout le monde. Il y avait une créatrice de contenu que je suivais qui était en live sur Instagram, qui venait de faire un mélange, un petit cocktail médicament-alcool, et qui était en train de dire qu'elle voulait mettre fin à ses jours, tu vois. Donc moi, je me suis dit, bon, on m'a parlé de Pharos, donc vas-y, je vais faire mon petit signalement. Et donc, il y a une case dédiée justement pour si quelqu'un est en danger, en l'occurrence, et peut se suicider en direct, en l'occurrence. J'ai un gendarme qui m'a appelé peut-être dans les 5-10 minutes, tu vois, en me disant, OK, dites-moi ce que vous avez entendu, donnez-moi un maximum d'informations. Il m'a rappelé dans l'heure qui a suivi pour me dire, on a localisé la personne. Il m'a rappelé 3 heures après pour me dire, elle est prise en charge, vous inquiétez pas, elle est sauvée. Oh, waouh. C'est fou. Ah oui, c'est impressionnant. Pharos, ça peut être rapide. Ouais. Ça peut être rapide. Mais du coup, il faut de l'oseille et des moyens humains, du coup. Ouais, des moyens humains. Parce que là, du coup, il y a un gendarme qui a claqué sa soirée juste pour s'occuper. Exactement. Et on était samedi soir, très tard et tout. Et voilà, et moi, je suis resté debout. Il m'a rappelé dans la nuit pour me dire, voilà, les prises en charge, les collègues s'en sont occupés. Non, mais c'est intéressant comme retour d'expérience. Dans notre vie quotidienne, on peut aussi se croire un peu protégé quand on envoie des messages éphémères. Et pourtant, non. Ouais, Pauline, vas-y. Non, mais en fait, c'est tout le truc à l'époque, quand Snapchat est arrivé,
tout le monde pensait que on allait pouvoir envoyer ses nudes et jamais ils allaient disparaître comme ça dans l'univers. Julie, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais il n'y a aucun message qui est éphémère. Enfin, il n'y a rien que vous publiez en ligne, même en messagerie privée, dans des messages qui sont censés être éphémères, que ce soit des stories Instagram, des snaps, peu importe ce que c'est, il y a toujours des manières de pouvoir faire des captures d'écran de quelque chose. Donc, et ça, c'est un message, moi, quand j'interviens dans des classes aussi pour parler de cyberviolence, c'est un truc que j'essaie de dire aux ados, c'est pas parce que c'est un snap que... en fait, à partir du moment où tu le mets, même en story privée, etc., quelqu'un pourra toujours malheureusement en faire usage. Et même si sur certaines applications, ils ont enlevé la possibilité de pouvoir faire des captures d'écran, toujours pareil, un outil peut être détourné et tu trouves toujours des manières pour pouvoir faire de la capture d'écran, quoi. Et avec ce truc très simple, il suffit de prendre un deuxième téléphone et de faire une photo. Et en fait, ton nude éphémère n'est absolument pas éphémère. C'est ça. Comment on fait pour se protéger? C'est quoi les bons réflexes de l'hygiène numérique? Moi, j'en vois plus de nudes. C'est dommage. C'est pas mal. C'est dommage, je sais. Ça doit en décevoir pas mal, mais ma foi. Décevoir beaucoup, ouais. Mais tant pis. Pour vous. Non, vous avez quoi comme conseil à donner à une personne qui voudrait essayer de faire un petit peu gaffe dans son comportement numérique? C'est tout ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas filer tous ses identifiants, ses mots de passe à nos proches. Mais encore une fois, il y a ce côté où on va pas non plus arrêter de poster des photos ou d'envoyer des nudes, etc. Tout le monde envoie des nudes, en fait. Le truc, c'est que... C'est comme disait Julie, en fait, ça dépend à qui on s'adresse. Si on s'adresse en tant qu'adulte, on est des adultes, on va dire majeurs et consentants, on sait aussi les risques qu'on a. Quand tu parles à des adolescentes qui ont 14-15 ans, on n'est pas sur les mêmes enjeux. Et en fait, tu ne peux pas dire à des ados, ne faites pas des nudes. C'est la pire manière pour qu'ils s'en envoient partout. Donc, c'est de dire, OK, si vous envoyez des nudes, en fait, ce qu'on disait, les petits trucs, faites attention de ne pas vous faire identifier. Donc, par exemple, si vous avez un tatouage, un piercing, un signe, une marque de naissance très reconnaissable, faites en sorte qu'elle n'apparaisse pas. Vous essayez de ne pas montrer votre visage. Vous essayez que dans l'arrière-plan, on ne voit pas, on reconnaisse pas où vous habitez, par exemple. Il y a même des logiciels d'IA aujourd'hui, c'est encore plus rapide que les pros géoguesseurs où ils identifient où tu es avec juste une photo et un environnement derrière. Donc, ça se fait par des logiciels maintenant. Ouais, c'est ça, éviter. Et puis même en dehors de ça, juste pour éviter de nous géolocaliser, éviter de prendre des photos devant, je sais pas, une fenêtre votre établissement scolaire. Même il y a des gens qui postent des photos de leur clé quand ils ont un nouvel appart. On va dire, ouais, nouvel appart, voici ma clé. Cette clé, on peut la reproduire avec une imprimante 3D ou d'autres choses. Et en fait, ça paraît un peu excessif tout ce qu'on dit là, mais en fait, malheureusement, ça arrive et c'est pas dans un but d'être comment dire. Julien Chiez à Mario Kart, il avait. Pourquoi tu l'invoques ? Il avait dit génial, j'ai reçu mon truc Mario Kart. Oui, ok. Il y a quelqu'un qui a fait pause, il a pris le code, il a tapé le code et il fait il marche plus mon code. Il y a quelqu'un qui avait déjà utilisé ton code. En fait, savoir que tout ce qu'on met sur Internet, c'est sur Internet. Julien, si tu nous regardes, j'espère que tu as dû te racheter un Mario Kart, je suis désolé. Tout ce qu'on met sur Internet, partir du principe que ça reste sur Internet, même s'il y a des possibilités de droit à l'oubli, il y a des possibilités, mais c'est en fait agir de manière responsable sur Internet, de la meilleure des manières, sans non plus ne plus poster, vivre en ermite. On ne demande pas ça en fait. C'est juste et puis surtout si ça vous arrive, c'est-à-dire que si vous êtes victime de cyberviolence, c'est pas votre faute. Ouais. Je pense que c'est important. Et vous à pouvez dire. porter plainte. Il y a un numéro d'écoute spécial pour les cyberviolences, c'est le 3018, je crois, où on peut appeler, être pris en charge et porter plainte. C'est condamnable de plusieurs années d'emprisonnement et de, je crois, 60 000 € d'amende. 60 000 € d'amende, 2 ans de prison et encore plus si la victime est mineure. Voilà.